Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Bonjour Marie. Bonjour Thibaut. On va peut-être faire les petits essais techniques pour s'assurer que tout le monde nous entende bien, ce qui permet également de laisser le temps à tout le monde de se connecter. Alors visiblement, on nous entend bien. Merci Ouais, Nicolas. Il est déjà 11h01 Marie, du coup, je te propose de commencer. Finalement, ces leviers sur lesquels vous pouvez interagir. Le premier, c'est ce qu'on appelle le data management, pour le dire en français. C'est la gestion, de vos données. On en parlait, tu en parlais Marie, c'est aujourd'hui hyper important, d'avoir une homogénéité, des informations qu'on retrouve sur tous les médias finalement qui concernent votre marque ou votre établissement. Encore faut-il que ces informations soient bien, exhaustives avant d'être uniformes partout, et s'assurer qu'il y ait, bien sûr le nom de l'établissement, mais aussi l'adresse, le numéro de téléphone, les informations principales, ce qu'on va appeler le NAP pour Name, Address, Phone, dans, le jargon, on va dire, du référencement. Ensuite, la notion de géolocalisation, le fait de pouvoir bien vous trouver, Marie le disait, parmi les critères, importants qui vous mettent en avant, sur Google, c'est le fait de pouvoir vous situer. Donc, au-delà d'avoir une adresse juste, c'est d'avoir des coordonnées GPS qui soient bien indiquées, sur notamment les médias, de cartographie ou de GPS, puisqu'on parle beaucoup de Google qui est largement leader. Mais ce qui est important aussi de bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour être bien référencé sur Google, et sur d'autres, moteurs de recherche ou sur les IA dont on va parler après, on le disait, c'est d'être présent aussi sur d'autres médias qui ont de l'importance. Oui, Google est leader, oui, Google est visible, mais il n'y a pas que Google. Vous pouvez être présent, par exemple, sur Apple Plan. Dans l'écosystème d'Apple, on va retrouver ce qu'on appelle les fiches Apple Business Connect, et également des outils de cartographie, des annuaires de visibilité locale. L'idée étant de maximiser sa visibilité sur toutes les plateformes qui ont de l'importance, et Google va scanner cette information et favorisera votre référencement. Il est important également d'avoir, des descriptions, les plus complètes possibles, de pouvoir ajouter, les liens vers vos réseaux sociaux, le lien vers votre site web et de rendre votre fiche la plus exhaustive possible. Donc ce data management, cette notion de gestion de la donnée, contribue à hauteur de 30 sur votre référencement local, et c'est le premier point, j'ai envie de dire, sur lequel il faut être attentif quand on crée une fiche ou alors quand elle est créée, et aller s'assurer, encore une fois, que tout soit bien renseigné. Deuxième point, la notion d'update management, donc la notion de mise à jour. Il ne suffit pas de créer sa fiche et de se dire ensuite, «C'est bon, le job est fait, je n'ai plus rien à faire». Non, il faut venir l'alimenter régulièrement, s'assurer que les informations soient bien à jour, modifier pourquoi pas les horaires d'ouverture quand c'est nécessaire ou alors les horaires exceptionnels, hein. On sort d'une période de jours fériés. C'est hyper important d'avoir ces informations à jour pour, le côté moteur de recherche, mais aussi et surtout, ne l'oublions pas, pour vos clients ou vos futurs clients. ouais. Il n'y a rien de plus frustrant, hein, que de se rendre dans une boutique où on a vu sur Google que c'était écrit ouvert alors que, finalement non, et ça peut engendrer, un peu d'insatisfaction. Donc on évite à tout prix. Pouvoir indiquer également, des produits, des services. On a parfois, pas ces éléments, en tête, mais sur une fiche Google, vous pouvez tout à fait, venir intégrer votre catalogue de produits. Ça va la fournir, ça va la rendre plus vivante et plus attractive, et bien sûr toute la partie photo, vidéo, le multimédia, de manière, générale. Je prends toujours cette métaphore. Finalement, votre fiche ou vos fiches Google Business Profile, ça doit être le reflet de votre établissement. Si je me rends dans un supermarché ou chez un commerçant, et que j'arrive au rayon, par exemple, boulangerie, si j'ai un rayon qui est frais avec, des produits, que c'est assez, que le rayon est bien rempli des produits frais, forcément ça va me donner plus envie. C'est la même chose dans le digital finalement. Si on voit une fiche qui a des photos récentes, qui a des avis, on en parlera juste après, qui a son catalogue de produits, les informations bien à jour, ça va la rendre plus attrayante et ça va donner plus envie, d'entrer en interaction avec cette dernière. Ouais, c'est littéralement une vitrine en ligne, que Google nous offre, en fait. Exactement, et d'ailleurs, c'est ce que Google cherche aujourd'hui à ce que vous puissiez reproduire,
votre boutique physique, votre commerce de manière digitale. D'ailleurs, Google est très vigilant à ce que vous utilisiez les mêmes informations. Par exemple, le nom, on en parlait juste avant. Google veut à tout prix que le nom de votre fiche soit le même que celui sur votre enseigne. Ouais. Il y a pas mal de sujets en ce moment sur la notion de validation des fiches établissements. Google est de plus en plus, on va dire, pointilleux sur ce sujet ou tatillon, et il faut impérativement que les informations soient concordantes. Vous ne pouvez pas ajouter un nom qui soit différent que celui qu'on voit sur votre enseigne. Il y a beaucoup de validation par vidéo désormais, et donc il faut s'assurer que ces informations soient homogènes. Donc là, cette notion de mise à jour, on est également sur une contribution à hauteur de 30% sur le référencement local. Et puis enfin, la partie review management, on en parlait, la notion d'avis. Alors, tu le disais très justement, Marie, on a tendance à se concentrer en tant que marque toujours sur notre boussole, c'est un peu la note. Mmh. Évidemment, il faut avoir une bonne note, mais quand on a passé la barre psychologique des 4 sur 5 et qu'on atteint l'excellence après avec les 4,5 et jusqu'à 4,8, 4,9, on considère que c'est évidemment de l'excellence. Et quand on a obtenu cette moyenne et qu'on la maintient, finalement, il y a d'autres paramètres qui sont tout aussi, voire plus importants aux yeux de Google et aussi aux yeux de vos prospects ou de vos futurs clients, puisque quand la note est bonne, on va être rassuré de voir un volume d'avis qui nous paraît conséquent. Alors, ce volume d'avis, évidemment, selon le secteur d'activité, je ne peux pas vous donner un chiffre précis parce que ça dépend de votre activité. Si vous êtes restaurateur, ce qu'on considère comme étant volume satisfaisant, c'est évidemment plusieurs centaines, voire milliers d'avis. Si un restaurant, même s'il a une très bonne note, mais a que 3 ou 4 avis, ça, c'est pas très rassurant. À l'inverse, une profession, par exemple, dans le B2B, donc une profession de service avec des professionnels, si on n'a qu'une dizaine ou une vingtaine d'avis, ça a un côté rassurant. Donc, ça dépend vraiment, et ça, Google voit et comprend cette information, et vos futurs clients aussi. Donc, au-delà de votre note, il faut surtout se concentrer sur le volume et surtout, je dirais, sur la fraîcheur des avis. Ouais. Votre capacité à avoir de manière récurrente chaque semaine quelques avis sera bien mieux perçue par Google que si vous avez 50 avis d'un seul coup et ensuite plus rien pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc ça, Bah, c'est un d'autant élément plus qui est que majeur. ça fait un petit moment que Google est un peu à la chasse aux faux avis. Et donc quand on a un gros volume qui arrive d'un seul coup, on peut être sûr que tout ne sera pas maintenu, d'autant plus que si c'est des gens qui ont tendance à laisser beaucoup d'avis ou à avoir en fonction de leur usage de Google, c'est vrai que le moteur de recherche est quand même, très alerte sur le sujet depuis quelques mois quand même. Ouais, et puis il y a aussi, par la même occasion, malheureusement, des avis, qui vont être modérés alors qu'ils sont légitimes, parce que Google met régulièrement à jour son algorithme. On l'a vu d'ailleurs en début d'année, avec, des suppressions d'avis sur des fiches, de manière, colossale à l'échelle, mondiale, hein. Des fiches se sont retrouvées du jour au lendemain avec la moitié de leurs avis, supprimés. Bon, ça a Mmh. été ensuite rétabli. Il y a parfois des mises à jour dans l'algorithme qui font que, il y a des dommages collatéraux, si j'ose dire, où des habits peuvent être modérés et supprimés alors que finalement ils sont légitimes. Donc ça, c'est un autre sujet, mais finalement, c'est un peu lié. Donc encore une fois, essayez dans la mesure du possible. Après, on sait que parfois il y a des activités saisonnières, mais ça, Google peut le comprendre aussi en fonction de votre catégorie, mais faire en sorte d'avoir des avis de manière récurrente. Cette notion de fraîcheur a de l'importance pour Google et les moteurs de recherche et aussi bien sûr pour vos futurs clients qui voient cette information, et ça a un côté plus rassurant. Donc cette notion de gestion d'avis concourt également à hauteur de 30%. Donc on arrive à 90%, et les 10% restants concernent la partie publication. Alors là, je vous garantis à 99% que vous allez prendre un avantage par rapport à vos concurrents qui C'est très souvent oublié. voilà, ne font pas de publication sur leur fiche Google, parce que généralement, c'est pas un usage très répandu, ou on le sait pas forcément. Mais vous pouvez, comme sur vos réseaux sociaux, faire des publications sur votre fiche Google, ce qu'on va appeler des Google Posts, pour mettre en avant de la même manière que sur vos réseaux, des événements, des offres promotionnelles, des actualités, et cetera. Et vous allez venir fournir votre fiche. Google adore ça, puisque ça veut dire que vous jouez le jeu dans son écosystème, et donc ça favorisera bien sûr votre référencement, et ça crée aussi, encore une fois,
une notion d'attractivité de la fiche parce que ça la fournit, ça la rend beaucoup plus complète et c'est toujours plus sympa d'avoir une fiche où on voit du contenu, où on voit de la photo, parce que sur ces posts, hein, on verra du multimédia, une photo si vous le souhaitez. Et donc, ça fournit et c'est évidemment bénéfique aussi pour vos prospects qui arrivent sur votre fiche et qui vous découvrent encore une fois, peut-être pour la première fois, à travers cette fiche Google. Ça Voilà, peut bon, on a pas. rassurer aussi excuse-moi, Je t'en ça peut prie. rassurer un utilisateur aussi qui voit qu'il y a eu de l'activité, récente, puisqu'on ne voit pas forcément que les horaires c'est pas toujours affiché que les horaires ont été mis à jour récemment par l'entreprise ou quoi. Là, le post, il est daté, donc en tant qu'utilisateur, on sait que bon, bah, s'il y a un post qui a été mis la semaine passée, c'est qu'a priori, l'ensemble des informations sur la fiche sont à jour et pertinentes. Ouais, très bon, très bon, exemple et d'ailleurs, moi je suis tombé sur une fiche récemment et je trouvais ça intéressant, donc en l'occurrence un restaurant, qui, donc était écrit en fermé, temporairement, mais on n'avait Mmh, pas forcément plus d'informations et ils ont pris la peine de faire un petit post en expliquant qu'ils étaient en vacances pendant une semaine et donc ça m'a permis de savoir que c'était pas une fermeture, mais que le restaurant avait pris des vacances pendant X jours avec une typiquement. réouverture prévue, je ne sais plus, le 24 ou le 25 novembre. Et donc, ça a un côté rassurant. Que Mmh, si j'avais pas eu cette info, je me serais peut-être arrêté au fermé temporairement et j'aurais peut-être fait une tu autre retournes recherche. pas. Mmh Voilà, mh. et c'était peut-être potentiellement un lead ou un prospect de perdu. Exactement. Alors maintenant qu'on a compris donc que la fiche Google était un élément, important du référencement local, ce n'est pas le seul. Est-ce que tu peux nous parler, du site web, hein, de l'écosystème en tant que marque? Quelles sont les actions qu'on peut faire pour améliorer son référencement, par le biais de son site web? Ouais, en effet, parce que du coup, donc on a vraiment ce levier, fiche Google qui est primordial et auquel on peut penser dans un premier lieu. Mais on a aussi forcément le site web qui a un écosystème très complexe aussi, qui nous aide, enfin qui nous sert à atteindre beaucoup d'objectifs et notamment, à optimiser notre, référencement local. Dans un premier temps, puisque pour Google, la source de vérité générale sur, votre entreprise, c'est le site web. C'est la plateforme qui peut être travaillée le plus en profondeur, le plus personnalisée et donc vraiment Google va se baser sur ces informations-là pour vérifier les informations qui sont diffusées ailleurs sur d'autres plateformes ou sur d'autres supports. Donc les avantages d'un bon SEO on-site, donc vraiment un SEO sur le site, pour le référencement local, ils sont divers et variés, mais on en a quelques-uns ici. Dans un premier temps, on a, l'éligibilité et la pertinence. C'est-à-dire qu'inclure des pages, service plus ville, donc par exemple, épilation Neuilly, bien optimisée, qui va vraiment travailler le service au niveau local, ça va permettre une meilleure correspondance dans les requêtes locales au moment où vous allez chercher vous-même ce mot-clé sur Google. Aussi, on va travailler sur ces fiches, ce qu'on appelle les données structurées local business pour renseigner à Google les informations essentielles, c'est-à-dire les NAP qu'on a pu voir auparavant, Thibaut, les horaires, adresse, numéro de téléphone, le nom, etc. Et ce qu'on appelle données structurées, c'est des données qui sont vraiment facilement lisibles par les robots Google, pas forcément visibles par les utilisateurs, mais exploitables par les robots. Dans un second temps, on a aussi l'autorité qui se renforce grâce à un bon SEO sur le site. C'est-à-dire qu'un contenu de qualité qui est proposé sur le site et des backlinks locaux sur lesquels on reviendra juste après, c'est des éléments qui donnent des feux verts à Google sur le classement des résultats et sur la pertinence de vos contenus. Donc, vous paraissez de plus en plus autoritaire puisque vous proposez quelque chose qui est qualitatif et qui est intéressant pour vos utilisateurs. Et enfin, on a aussi le côté store locator, donc la scalabilité multi-établissement. C'est-à-dire que si vous êtes une marque avec plusieurs établissements, que ce soit des garages, des magasins, peu importe le type de point de vente, intégrer un store locator sur votre site, c'est primordial. C'est des pages points de vente qui sont indexables et c'est un support qui est très facilement lisible par les robots Google et donc qui va énormément jouer sur le côté local. En effet, le store locator, il regorge de données structurées lui-même, schéma.org et autres types de données qui vont permettre d'optimiser la couverture locale. Le rôle
à proprement parler du store locator, dans le référencement local, c'est cette carte interactive qui est intégrée à votre site qui va permettre à vos utilisateurs de localiser directement depuis votre site vos différents points de vente et donc ensuite d'envoyer vers vos pages locales, comme on parlait juste avant, vos pages services plus villes, et donc qui vont envoyer du jus vers ces pages-là, avec toutes les informations relatives au point de vente en propre, donc le nom, l'adresse, les horaires individuels, le numéro de téléphone, etc. Il joue un rôle qui est primordial dans l'optimisation du référencement local, notamment grâce à ces pages, j'insiste sur ça, locales, à ces pages points de vente associées au service qui est proposé. Oui, et c'est une importance aussi, bien sûr pour les moteurs de recherche, mais aussi, en fait, il faut toujours avoir en tête les 2 éléments, à la fois moteur de recherche et à la fois pour ses l'IA. clients, futurs clients. C'est qu'aujourd'hui, quand on a un réseau, grand, moyen, taille humaine, peu importe la taille, c'est que finalement, moi, si, je me situe à Lille, ce qui va être dit à Marseille, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais ça me concerne moins. Donc ce que j'ai besoin de savoir, c'est alors, le site national va m'intéresser, bien sûr, mais c'est surtout ce mini-site ou cette page magasin, cette page établissement qui va m'intéresser avec les horaires, peut-être une photo des équipes à qui je vais avoir affaire quand je vais me rendre dans l'établissement. Les avis, c'est un point important aussi, bien sûr. Mmh. Donc, c'est une source d'information qui est riche, en fait, qui a un peu la double casquette, hein, si je peux le dire comme ça, à la fois moteur de recherche et à la fois, bien sûr, pour les futurs clients. Et au-delà de ça, comme je disais, le store locator, il regorge de données structurées et c'est ces données structurées sur lesquelles s'appuient les LLM pour donner des résultats aux utilisateurs. Et donc aujourd'hui, un site avec un store locator va permettre aux LLM d'être plus lisible et donc de ressortir ces résultats plus facilement. Et en dernier point, justement, il faut se tenir prêt et être lisible pour les moteurs de recherche IA. Aujourd'hui, le comportement utilisateur en ligne, il évolue énormément et donc il faut proposer une structure fiable, pour être cité par les IA génératives et ces outils-là se basent sur des données structurées pour apporter des réponses, donc les contenus locaux, optimiser SEO, tout ce qui est FAQ, avis, schéma.org et cetera. Il faut toujours avoir un site qui est fiable, et structuré correctement à la fois pour l'utilisateur et les robots. Et donc forcément, on revient sur le point qu'on a déjà abordé plusieurs fois, mais la cohérence est obligatoire et primordiale. Donc il faut que les données en ligne sur le site soient cohérentes avec les données en ligne sur la fiche Google et sur les annuaires si on diffuse l'ensemble de nos données sur différents annuaires. Donc, j'ai aussi parlé plusieurs fois des backlinks locaux. Donc, comme je vous ai expliqué, le backlink, c'est un lien par définition qui pointe vers votre site. Donc, un lien renseigné sur un site X qui pointe vers votre site Y à vous. Et un backlink local, c'est un lien qui vient d'un site tierce, mais qui est géographiquement pertinent, c'est-à-dire le site d'un média local, le site d'une mairie ou le site d'un office de tourisme, par exemple. Et le rôle du backlink local pour un site web, c'est vraiment de renforcer l'autorité locale et la crédibilité du site, forcément, puisque si on est cité par le site web de la mairie ou de l'office du tourisme, c'est qu'au niveau local, on a une certaine réputation et que les acteurs principaux croient en notre activité ou notre business. Ça améliore aussi forcément la crédibilité et ça génère du trafic ultra qualifié puisque quelqu'un qui va aller sur un site local est forcément localisé à cet endroit et donc peut être amené à se rendre dans les différents lieux qui sont cités par le site lui-même. Et enfin, ça renforce une nouvelle fois la cohérence entre le site et la fiche Google dans ce même souci de coordonnées similaires d'une plateforme à l'autre. On a quelques questions de Marie, dans le chat sur ce sujet-là. On peut peut-être essayer d'y répondre. Oui. Marie nous demande si les pages services plus villes et les pages dédiées par point de vente, c'est la même chose. Oui, quand on parle de store locator, c'est la notion de cartographie intégrée sur un site web pour identifier les différents points de vente ou établissements de l'enseigne. Et ensuite, le fait de cliquer sur un établissement, on peut avoir une page qui est dédiée
à ce magasin, à ce point de vente en question, avec les différentes informations qui le concernent. Ça va être une page point de vente, mais en fait, on peut aller encore plus loin dans le sens où on peut, si on propose différents services, on peut vraiment, travailler un contenu, textuel avec, le service précis plus la ville en faisant un contenu informatif à ce titre-là. Donc c'est un peu une seconde profondeur après la page, locale du point de vente dans sa manière, globale. Et ça nourrit, pour répondre à votre deuxième question, Marie, les contenus participent aux signaux positifs des pages magasins. En fait, oui, puisque c'est lié, généralement, on est sur le même domaine ou des sous-domaines, et donc ces pages magasins ou établissements sont liés à votre page nationale. Et donc, ça vient se nourrir mutuellement. Et Mmh. comme le disait Marie, pour proposer un contenu de qualité, c'est surtout un contenu qui va être ancré dans votre zone de chalandise avec des notions locales et des signaux locaux assez importants. Votre capacité à bien connaître votre zone et à intégrer des informations qui concernent vraiment votre ville ou votre département. Ouais, une fois de plus, aux yeux de Google, un contenu de qualité, c'est un contenu qui est pertinent, qui contient des mots-clés, qui est informatif, qui est pas trop long, mais pas trop court non plus, qui arrive à se positionner par rapport à la concurrence. Donc ça, c'est après avec l'utilisation de différents outils qu'on peut évaluer, comment on peut, rendre notre contenu, qualitatif. Et à propos de la question au sujet des backlinks, en effet, obtenir des backlinks de manière, assez naturelle, c'est, compliqué, hormis si on est un gros site avec une réputation, qui est relativement, brillante. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent de vendre de l'espace de backlink sur son propre site ou alors d'acheter du backlink sur, d'autres sites. Donc en fonction de vos budgets et de différents critères, vous pouvez allouer un budget, à ce qu'on appelle une stratégie de netlinking, pour ensuite, intégrer votre backlinks dans un contenu que vous aurez choisi sur un site, tierce que vous aurez également choisi. Et donc, au niveau des backlinks locaux, justement, on a différentes sources, donc on en a un certain nombre. Les sources à privilégier au niveau local, brièvement, ça va être les institutions, donc les mairies, les CCI, tout ce qui est association. On a aussi les médias locaux, ou les influenceurs locaux. Tout ce qui est, également partenariat et business, donc on va avoir, par exemple, tout ce qui est fournisseurs, sponsoriser des événements locaux, collaborer avec des commerces locaux. Et enfin, tout ce qui est annuaires locaux et sectoriels dont on a déjà parlé, précédemment, donc Page Jaune, Mappy, Yelp, Apple Maps et cetera et cetera. Et finalement, on peut vraiment résumer cette partie-là par, le fait que si on est cité localement, pour Google, on est d'autant plus pertinent, on est d'autant plus, autoritaire et donc on sera encore plus mis en avant par le moteur de recherche. Et Alors donc moi, j'avais forcément, pardon. une petite question, pardon, à te poser, Marie, justement, pour introduire cette slide. Il y a une question qu'on peut se poser finalement. Est-ce que Google favorise ou, à l'inverse, n'apprécie pas un double affichage? Par exemple, si j'ai bien fait mon boulot en tant que magasin et que je suis repris dans le local pack, est-ce que ça aura une incidence négative pour mon référencement naturel, c'est-à-dire dans la SERP, hein, dans les liens qui apparaissent en dessous? Alors, on pourrait croire que ça peut se cannibaliser, puisqu'il y a quand même ce principe où, il ne faut pas, marcher sur les plates-bandes, des uns et des autres et même en tant que marque unique. Mais au contraire, c'est 2 types de référencement qui sont distincts. On peut aussi ajouter le SIA à, 3e type de référencement où en fait, finalement, ça ils se donnent du jus l'un et l'autre, où ça pousse sur différents critères. Donc ça ne fait pas non plus, des miracles en fonction des résultats, mais ça aide de travailler à la fois son positionnement local et son positionnement on-site sur la SERP, puisque aujourd'hui, la SERP et le local pack, ils n'exploitent pas le même algorithme. Donc, ce n'est pas la même évaluation de pertinence pour pouvoir classer les résultats. Et cette visibilité, elle n'est pas la même non plus, puisque comme on le disait tout à l'heure, on peut faire une recherche directement sur Google. Et là, dans ce cas-là, on va avoir les résultats SERP qui bénéficient d'un référencement local, donc le SEO. Et on peut aussi faire un résultat Maps
comme tu disais Thibaut tout à l'heure, où on arrive en vacances, bon, bah, on cherche un café ou une boulangerie, on peut directement passer par Google Maps plutôt que passer par Google. Et là, c'est un autre algorithme, c'est l'algorithme Vicinity, qui lui est vraiment propre au référencement local et qui vise à mettre en avant les meilleurs résultats en fonction des piliers qu'on a abordés justement au début de notre webinaire. Et donc, bénéficier de cette double visibilité, ça a différents avantages. La page locale, forcément, est optimisée pour le site, donc la page Google est mise en avant, mais la page locale du site est également, elle, propulsée. Une fiche Google Business Profile complète, active et cohérente, forcément, on l'a dit, ça pèse pour les visites en magasin directement et ça convertit de manière physique plus rapidement. Et enfin, on a cette fameuse cohérence sur laquelle on insiste depuis le début, où là, Google, il se dit, OK, ma source de vérité, c'est le site. Je vois que la fiche, elle est active, elle est bien placée aussi. Et en plus, les informations sont les mêmes. Ça fait un levier supplémentaire pour une fois de plus être mise en avant. Et au-delà de ça, on essaye de conserver une place légitime et stable et surtout solide face à la concurrence locale. Donc, à la fois à travers le site et à travers la fiche Google. Donc, en fait, pour aller au bout de cette stratégie, dans l'idéal, il faut réussir à se positionner dans le local pack et dans la SERP pour atteindre des objectifs qui sont certes différents, mais qui sont également complémentaires. Avec le local pack, comme tu l'as dit précédemment, Thibaut, on a une intention de visite ou une intention d'achat qui peut être plus immédiate. Sur le référencement sur la SERP, par contre, on a tout cet entretien beaucoup plus long terme de réputation, de crédibilité et d'autorité auprès non seulement du moteur de recherche, mais également des utilisateurs de manière générale, puisque quand on va chercher un produit et qu'on tombe régulièrement sur la même marque, on aura tendance à lui faire confiance plus facilement qu'une marque qui arrive de nulle part ou qu'on ne connaît pas vraiment. Et donc finalement, l'objectif global de ces deux référencements-là, ça va être d'occuper le maximum d'espace sur Google, donc sur l'outil Google dans sa globalité, grâce à une synergie qu'on met en place entre le SEO on-site et le SEO local. Et à ça, si vraiment on veut optimiser la stratégie, on rajoute de la publicité avec le SIA et là, on occupe tous les leviers disponibles par Google. Donc c'est finalement assez enfin, c'est pas du doublon, c'est complémentaire et c'est assez enrichissant de travailler les deux en même temps. Et ça laisse moins de place pour les concurrents, ce qui est l'objectif. Exactement, et c'est là où on voit cette fameuse synergie dont tu vas nous parler. Oui, alors du coup, les 2 se nourrissent, finalement, le côté, c'est exactement ce que tu viens d'illustrer, le côté fiche Google où, on va, rentrer en interaction, hein, ce que je vous présentais et favoriser, l'acte d'achat ou la demande de devis, enfin l'interaction de manière générale, et la réassurance peut-être et la crédibilité avec, le site web, qui bénéficierait d'un bon référencement. On parlait tout à l'heure de cette notion de cohérence. Ayez bien en tête que si jamais les informations ne sont pas cohérentes entre vos réseaux sociaux, votre site web, la fiche Google, etc., Google peut aller jusqu'à forcer des mises à jour. C'est des choses qui arrivent, hein, qu'on voit, Marie, Ouais. de forcer une mise à jour de vos horaires, de votre adresse, etc., sur votre fiche Google. Et forcément, bah, si Google vient faire des modifications à votre place, vous allez perdre en crédibilité à ses yeux et vous allez avoir un mauvais ranking. Donc souvent, enfin souvent, ça arrive qu'on nous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas cette cannibalisation effectivement entre le site et entre le résultat naturel pardon et le local pack? Eh bien la réponse est non, au contraire, l'un et l'autre se nourrissent et vous permettent d'occuper, le plus de place possible et comme je le disais, laisser moins de place pour le coup à vos concurrents. On ne pouvait pas faire un webinaire fin 2025 sans évoquer, la notion d'IA générative. Tu parlais des LLM tout à l'heure, Marie, et donc ça introduit un nouvel acronyme, qu'on appelle le GEO, que je vais vous définir. Et finalement, tout ce que je vais vous présenter là maintenant ne doit pas remettre en question, tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant avec le SEO classique, le SEO local. Donc toutes les techniques, hein, que vous faites pour votre référencement sur les moteurs de recherche depuis toujours, il faut continuer cette stratégie.
mais il va falloir la compléter et avoir une alliance, hein, stratégique avec notamment cette notion de GEO pour pouvoir être visible également dans les IA génératives, dans ces fameux LLM. Donc GEO signifie Generative Engine Optimization. Et donc, pour le dire simplement, c'est toutes les optimisations que vous allez mettre en œuvre afin d'être repris et cité par ces IA génératives. On peut parler de ChatGPT, qui est bien sûr la plus connue, mais on en a d'autres. On a Gemini, qui est l'outil de Google. Pour le côté français cocorico, on a Mistral AI qui est assez connu aussi. Et donc ce qu'on constate, c'est que de plus en plus d'utilisateurs d'internautes, eh bien, effectuent leurs recherches et leurs recherches d'ordre local sur ces IA génératives. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise plus les moteurs de recherche. Au contraire, Google ne s'est jamais aussi bien porté en termes de requêtes quotidiennes qu'en 2025. Donc, c'est loin d'être la fin de Google comme ça a pu être parfois annoncé. Mais au contraire, on constate qu'on a un usage parallèle et les requêtes explosent, hein, sur les IA. Je crois que ChatGPT a doublé entre mars 2024 et avril 2025. En un an de temps, en un peu plus d'un an, le nombre de requêtes a doublé pour atteindre pas loin de 12 milliards de requêtes quotidiennes, je crois, quand on en a à peu près 50 ou 60 milliards sur Google. Donc, on n'est pas encore évidemment dans les mêmes métriques. Mais ce qui est important de noter, c'est que l'usage et l'adoption est massive et c'est assez exponentiel. Donc, dans un premier temps, ça a concerné surtout notre milieu professionnel. Et puis, au plus on avance dans le temps, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, les internautes qui utilisent l'IA l'utilisent pour des requêtes d'ordre personnel. Mmh. Si vous avez suivi l'actualité récente d'OpenAI, donc qui est la structure qui commercialise un ChatGPT, eh bien, ils ont déployé leur propre navigateur à l'instar de Google Chrome. D'ailleurs, ça y ressemble beaucoup, mais boosté avec l'IA, avec ChatGPT. Et vous voyez les requêtes les plus, enfin, vous avez des suggestions de requêtes et on va retrouver, par exemple, trouve-moi un restaurant, établis-moi une liste de courses, et cetera. Donc, c'est fait des actions vraiment du quotidien, hein, de mon quotidien personnel et surtout recommande-moi des établissements, restaurants, coiffeurs, magasins, et cetera, et cetera. Et donc, il y a un réel usage pour faire de la requête découverte, hein, comme on évoquait en début de webinaire, et de pouvoir finalement compléter les deux. Donc, de commencer par exemple sur une IA pour dégrossir un sujet sur lequel on n'est pas bien à l'aise, hein. Si on a besoin de changer par exemple ses fenêtres et qu'on n'est pas un spécialiste, ben, on va peut-être poser la question à l'IA et ensuite on va aller compléter, pourquoi pas sur les moteurs de recherche traditionnels et donc sur Google. C'est pour ça qu'on considère qu'il est intéressant, bien sûr, de continuer à faire ce que vous faites et sur la partie SEO et de commencer à s'intéresser à la notion de GEO parce que c'est une vraie source de leads supplémentaires avec, je le disais, une adoption massive. Donc forcément, vos clients ou vos futurs clients, en tout cas une partie d'entre eux, peuvent vous découvrir sur ces nouveaux moyens de mener de la recherche en ligne. Alors, quand on a dit ça, justement, comment le mettre en pratique, ce GEO? Alors, vous allez voir, il y a des passerelles assez franches, hein, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Marie. Il y a des choses qui vont vous paraître similaires. Tu parlais de contenu structuré tout à l'heure. Donc, le contenu structuré, c'est finalement tout le contenu qui va parler aux moteurs de recherche et aussi aux IA génératives, alors que le contenu, lui, va parler aux humains. Mais les 2 ensemble, bah, vont vous permettre bien sûr d'améliorer votre visibilité. Là où il y a un vrai changement de paradigme, c'est le fait que l'IA ne se contente pas de lire vos informations et de les retranscrire. Finalement, elles vont analyser ce que vous dites de vous-même et elles vont le retranscrire avec leurs propres mots. Donc, il y a une interprétation de l'information. Contrairement aux moteurs de recherche traditionnels, qui sont là, vous le savez, pour mettre une liste de liens et vous donner accès à l'internaute ensuite vers votre écosystème. Là, c'est complètement différent puisque c'est l'IA qui se fait une idée de qui vous êtes, ce que vous proposez, où vous le proposez et qui va ensuite restituer cette information. C'est pour ça qu'il faut un contenu
finalement qui est clair et pas Ouais, du contenu générique, du contenu marketing. Il faut essayer d'en sortir, ouais. d'avoir un langage conversationnel, d'avoir des informations qui sont vérifiables, des informations ou des questions que peuvent se poser, vos clients, et pour cela, passer par exemple des FAQ qui vont être optimisés. On parlait tout à l'heure des fiches établissements, des store locators. C'est plus important que jamais à l'ère de Mmh. l'IA générative d'avoir, des store locators pour vos établissements, avec les informations, qui, les concernent, car c'est une source qui va être reprise en priorité, sur les moteurs de recherche. Donc le contenu, c'est l'un des éléments majeurs, si ce n'est l'élément majeur du Mmh. GEO, à l'instar, du SEO. Deuxième point, la notion d'autorité et je dirais même de notoriété. Tu en parlais aussi, Marie, sur la partie SEO. C'est pareil en GEO. L'IA doit être convaincue en quelque sorte que vous êtes la référence ou la référence locale, si on parle d'un commerce. Et donc, pour cela, il est important d'envoyer des signaux qui vont être des signaux, on va dire, positifs pour ces IA, comme par exemple être présent. Donc ça reprend aussi ce que tu disais tout à l'heure, d'être présent sur des médias qui ont de l'importance, des annuaires professionnels, des médias locaux, des partenaires locaux, etc. L'IA va aller scanner et s'assurer de cette cohérence dans votre écosystème digital. Et donc l'autorité passe aussi bien sûr par les backlinks, tu en parlais, et votre capacité à être cité sur certains forums, certains blogs qui sont des éléments de référence pour les IA, notamment Reddit, Wikipédia, Mmh qui mh. sont des plateformes jugées comme presque source de vérité par les Ouais. IA. Et donc, le fait d'être cité dans certains de ces écosystèmes peut asseoir pour le coup votre autorité. Pour la notoriété, pour parler du sujet un petit peu des avis, qui est un élément essentiel aussi, nous, dans le cadre de notre métier, bien sûr, on fait tous les jours des requêtes en lien avec recommande-moi un restaurant, recommande-moi une entreprise pour refaire l'isolation chez moi, etc., etc. Et on voit que les avis, c'est l'un des éléments majeurs qui est pris en compte. Et donc, le fait d'avoir ses propres avis authentiques dans son écosystème a un poids très important. Quand on mise tout sur Google, on peut atteindre une limite. Alors, ça, c'est bien pour le référencement naturel et le référencement sur les moteurs de recherche, on l'a vu tout à l'heure. Par contre, avec les IA, ça peut avoir une limite puisque ces outils sont des concurrents finalement à Google et donc ne vont pas forcément mettre en avant cette information. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maîtriser sa propre réputation, c'est plus que jamais important à l'ère du GEO. On a parlé de la cohérence omnicanal, c'est toujours le cas donc pour les IA génératives. Et enfin, le dernier élément à avoir en tête, c'est qu'on rentre dans une ère appelée du zéro clic. Et là, c'est une vraie disruption également sur le fait que l'IA, quand vous lui posez une question, elle vous fournit une réponse. Et dans 99% des cas, eh bien, l'internaute ne va pas chercher à cliquer sur les sources ou à aller vérifier cette information en direct. On prend en quelque sorte pour argent comptant l'information qui nous est donnée, contrairement à un moteur de recherche où le but étant de cliquer et d'aller vérifier soi-même l'information. Donc là, il faut s'attendre à potentiellement une baisse de visite des humains en quelque sorte. C'est pas très joli dit comme ça, mais c'est le cas sur les sites web. Alors que les robots, eux, des IA, iront de plus en plus, bien sûr, pour scanner votre information. D'où l'importance, tout ça est interconnecté, mais d'avoir un contenu qui Mmh. parle bien au robot et qui est bien adapté. Parce que si vous n'êtes pas cité par l'IA, vous êtes totalement invisibilisé. Et c'est aussi le changement principal qu'on a par rapport au moteur de recherche. Sur un moteur de recherche classique, vous pouvez avoir un mauvais référencement, c'est-à-dire être dans la troisième ou quatrième page, mais vous existez quand même, vous êtes quand même visible. Que si on pose une question à une IA et qu'elle cite uniquement votre concurrent, eh bien, vous n'existez pas. Et c'est ça le vrai changement, je trouve, à avoir en tête aujourd'hui, la différence majeure quand on parle d'un point de vue, d'un prisme business entre les IA et les moteurs de recherche. Moi, je vous invite à pouvoir faire un petit audit de votre situation actuelle sur
ces IA, vous pouvez le faire assez facilement en allant poser une question sur ChatGPT. Si vous avez, encore une fois, je reprends mon exemple de la boulangerie, si vous êtes boulanger dans le Vieux-Lille, vous pouvez taper est-ce que tu peux me recommander une boulangerie dans le Vieux-Lille, voir comment vous ressortez. Donc tout ça est relativement nouveau. On avance quotidiennement avec des nouvelles informations. Cette notion de GEO est très récente, donc il y a encore des choses qu'on découvre, mais on imagine que ce sera un enjeu, ça l'est depuis déjà 1 an ou 2, et dans les mois et années qui viennent, un enjeu de plus en plus important. Exactement. Voilà. Pardon, ouais, vas-y Marie, je t'en prie. Exactement, mais pour autant, il faut, comme tu disais, Google garde quand même une part importante et est toujours, leader sur son marché, et dans tous les cas, il faut quand même, maintenir une stratégie SEO et commencer à se dire: «OK, bah, dans cette stratégie SEO, j'y intègre du GEO pour être à la fois lisible par les robots Google, pour être référencé sur la SERP et sur les IA». Il n'est pas question aujourd'hui de mettre de côté, heu, une des 2 stratégies, puisque, aujourd'hui, les utilisateurs continuent à faire leurs recherches, sur les 2 supports, et donc on n'a pas le choix que d'être présent, sur ces 2 supports aussi. Exactement, et les 2 se nourrissent en quelque sorte, hein. On l'a vu, il y a Ouais. beaucoup de passerelles Mmh. finalement. Il y a quelques nuances, mais globalement, si vous avez un bon SEO qui est bien travaillé, il y a de fortes chances que ça ait nourri aussi votre GEO. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci, Marie, pour ton expertise et ton Merci à toi. intervention. Merci à toutes et à tous de votre participation. On espère que ça a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, on peut prendre les questions dans le chat. On a Marie qui nous pose une autre question. Comment peut-on faire un audit IA en navigation privée comme si on était un prospect lambda? Oui, vous pouvez, parce qu'effectivement, l'IA il peut y avoir un certain biais, notamment si vous avez coché des options Mmh. pour que l'IA s'entraîne sur votre historique et qu'elle garde en mémoire votre historique de questions. Elle vous connaît déjà, et donc forcément, elle va peut-être vous donner l'information que vous avez envie d'entendre. Donc vous avez raison, Marie, ça peut être intéressant pour se mettre dans la peau d'un prospect de le faire depuis une navigation privée ou en utilisant un support sur lequel vous n'êtes pas habituellement, peut-être votre tablette ou votre téléphone, si habituellement vous utilisez plutôt l'ordinateur, pour éviter effectivement que la donnée soit biaisée. Ouais, exactement. Mmh mh. Il y a quoi d'autre? Voilà, s'il y a d'autres questions, surtout n'hésitez pas, on peut rester encore quelques minutes avec Marie pour y répondre. Et si vous souhaitez nous contacter pour en savoir un petit peu plus sur ces sujets, on peut peut-être mettre dans le chat, Marie, nos coordonnées mail. Hop, Yes. je mets le mien, je te laisse noter le tien. Ouais. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez approfondir un petit peu ce sujet de gestion d'avis, de l'e-réputation, de référencement, de géo. On se fera un plaisir de pouvoir continuer ces échanges avec vous. Donc surtout, n'hésitez pas. Exactement. Hop, tout. Parfait, on n'a pas d'autres questions. Eh bien, encore une fois, merci Marie, merci à toutes et à Merci tous. pour l'invitation. Avec grand plaisir, et passez une très bonne journée, et à très bientôt. Très bonne journée à tous. Merci.